Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com et aujourd'hui, je suis avec Jefferson Lebihan, cofondateur de Bracebell. Salut Jefferson, du coup merci beaucoup de participer au podcast Les Mycophiles. Alors je vais peut-être te laisser te présenter et présenter bien évidemment ton projet. Salut Andrea, merci pour ce podcast. Moi, je suis Jefferson Lebihan, je suis un des co-créateurs de Bracebell avec Xavier Lambert et Briac Le Guillou. Donc on est trois à avoir conçu et optimisé Bracebell. Bracebell, c'est tout simplement une production de champignons bio en low-tech à partir de biodéchets. Avec Xavier Lambert, du coup, on s'est rencontrés quand on travaillait sur plusieurs types d'hélicoptères différents, en mécanique et en électrotechnique. Et on est tout de suite tombé de curiosité assez accrue par les champignons il y a 8-9 ans, et en voyant que les pleurotes pouvaient digérer le marc de café. Donc on s'est tout de suite dit, c'est incroyable cette histoire, comment ils font pour ensuite se poser la question qui a tout changé. Ça c'est valable pour une variété et les autres. Là, on est tombé par l'amour de la pisciculture, évidemment. Et nous, du coup, on s'est dit, quitte à produire des champignons, autant le faire par nos propres moyens. Et c'est en parallèle que, du coup, la low-tech a un peu pris son envol. Et c'est à ce moment-là qu'on est devenus les myciculteurs low-tech du Finistère. Voilà. Super. Et du coup, est-ce que tu pourrais rapidement définir peut-être le terme low-tech je suppose qu'il y a une majorité d'auditeurs qui vont le comprendre, mais pour ceux qui ne comprendraient pas ce terme, sa philosophie et finalement les aboutissants Hmm. du low-tech. Ouais, tout à fait. Alors la low-tech a plusieurs définitions. Ils ont fait même une colloque entre les différents gérants des associations du low-tech lab pour essayer de trouver une définition. Alors après, personnellement, je pense que mes associés sont plutôt d'accord. Pour nous, la low-tech, c'est vraiment concevoir les systèmes et les machines par soi-même. Le but, en fait, c'est d'être le plus résilient possible et d'avoir le moins d'impact possible. L'impact, forcément, si on conçoit soi-même sa machine, on peut la réparer. Et ce qui fait qu'on est plus résilient dans tout son système, mais aussi, si on a besoin de la réparer, vu qu'on l'a conçu, on peut le réparer. Nous, c'était vraiment tout notre axe de pouvoir justement tout réparer, tous nos machines, nos systèmes, du laboratoire, de la haute afflux laminaire jusqu'au stérilisateur et jusqu'au séchoir. Voilà. Ok, d'accord. Merci pour cette précision. Et du coup, tu disais que ça faisait 9 ans à peu près que vous aviez commencé à vous intéresser à la myciculture, c'est ça? Ouais, au début, on a vu que les pleurotes pouvaient digérer le marc de café. Donc là, on a tout de suite fait nos propres tests de production de pleurotes sur des petites celluloses de carton. Après, avec un kit pour voir ce que ça donnait au niveau du substrat, où on a pété le kit pour regarder ce qu'il y avait dedans. C'était assez archaïque. On avait fait pareil notre première boîte à gants quand on avait suivi le, le, le livre cultiver ses champignons à la maison. Et au final, voilà, on a tatillonné un peu pendant 8 ans, 9 ans, justement pour comprendre quels étaient les requis en fait obligatoires pour faire de la myciculture. Et plus les années ont passé, plus on s'est rendu compte en fait que c'était drastique, qu'il fallait un environnement stérile, en fonction des contenants qu'on souhaitait choisir, en fonction de comment est-ce qu'on souhaitait produire, à quel volume. Donc ça a été un gros chemin de croix.
Vu qu'en plus, nous, à l'époque, il y a 8 ans, il y avait vraiment pas d'infos, ou très peu, quoi. On a vraiment, à part les bouquins qu'on trouvait, c'était assez, de Stamets, par exemple, c'était assez faible, quoi, comme info. Donc on s'est tout de suite dit, bah, nous, on va le faire en low-tech, on va faire nos propres tests, bien sûr, en s'informant pas mal. Et on a trouvé, voilà, au final, au bout de 6 ans, voilà, on a trouvé un système qui marchait bien. On a fait nos demandes de prêt à la banque, qui bah, a trouvé le projet hyper intéressant. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on s'est affiné dans nos compétences. Mm. Super, ok. Ah oui, enfin, ouais, c'est vrai que la myciculture en France, c'est un chemin de croix avec le peu d'infos qu'il y a et tout. Mais bon, finalement, enfin, vous y avez abouti, quoi. C'est ça qui compte Ouais, tout maintenant, à fait. je suppose. Et Ouais, tu tout à parlais. fait. Et puis, mm. Non, vas-y, pardon. Non, non, mais puis, bah, c'est vrai que la myciculture, comme tu disais, c'est un métier vraiment extrêmement particulier. C'est, je pense, un des métiers agricoles les plus complexes qui existent, avec le recul, même des maraîchers, par exemple, quand ils ont commencé à venir, voilà, en stage ou à voir un peu comment la myciculture fonctionnait. Ah bah ils ont fait un pas en arrière en se disant bah moi qui pensais que le maraîchage c'était compliqué, alors la myciculture là on rentre dans un autre domaine quoi. Ouais. Eh oui, parce que vous, en fait, vous faites du coup toutes les étapes. Vous faites, enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais moi j'ai compris du coup que vous Non non aviez c'est un petit, exactement ça. vous avez le labo, vous fabriquez les substrats de colonisation, par exemple à base de grains, les substrats de fructification, vous mettez en fructification et vous vendez après la matière première ou vous la transformez. Enfin, vous faites vraiment toute la chaîne du coup. Ouais, tout à fait. Et par exemple, bah, on accueille aussi beaucoup de woofers, et de stagiaires. Et c'est vrai que bah, quand même des fois ils passent au laboratoire nous aider, voilà, quand nous ça nous fait plaisir aussi de montrer un petit peu voilà comment comment est-ce qu'ils peuvent faire. Et souvent ils se rendent compte en fait, ils font dans leurs 2, 3 semaines de stage ou de woofing, euh, souvent le recul qu'on a des stagiaires, c'est ben ah ouais bah moi je pensais, enfin la mysticulture m'intéressait beaucoup. Au final, je vais rester sur la phase production. C'est-à-dire que ben ils se rendent compte en fait que rien que la myciculture prend énormément de temps. Pour produire ces semences, ça prend un temps mais de fou furieux. Alors qu'à côté, il y a aussi la production à gérer. Donc, donc il y a trois Eh quatre oui, jours de myciculture et 3 4 jours de production, de cueillette, de livraison. Donc là, tout de suite, nous, on est trois et on est à 12 heures jour, 7 jours sur 7. Donc c'est vrai que là, souvent, ils se rendent compte qu'il y a deux métiers, myciculteur qui est microbiologiste et producteur agricole, donc bah, au final, producteur de champignons, quoi. Mm. ok. Et du coup, tu me parlais de récupération de déchets. Vous Ouais, récupérez donc des déchets agricoles pour faire pousser les champignons? Ou est-ce que ouais, c'est vous partez... ça. Alors, Non, vas-y, pardon. Vas-y. J'allais dire, est-ce que vous partez c'est ça. à la base de sciure ou peut-être de paille ou est-ce que vous faites vraiment de la récupération pure, entre guillemets? Alors, nous, on fait récupération de sucre de bois, marc de café, drèche de bière. Et en fonction de la variété du champignon, on va affiner nos dosages et bien évidemment comment dire, le traitement thermique, parce que tous les champignons ont un traitement thermique différent. Nous, voilà, on a passé quand même un an à essayer de regarder quelle variété, mais quel traitement thermique, parce que bah, nous, on se refusait d'acheter un autoclave à 200 000 euros qui fait la taille d'une chambre de 10 mètres cubes, c'était hors de question pour nous. Donc, on a essayé vraiment de faire, bah, par les moyens du bord, comment est-ce que nous, on pouvait traiter ces biodéchets-là. Ok, d'accord, super. Et vous faites pousser quoi du coup en type de champignon? Vous faites que du comestible? Vous faites un peu de médicinaux? On fait un peu de médicinaux. Là, actuellement, au niveau des pleurotes, on a les pleurotes bleues, pleurotes nacrées aussi, pleurotes du panico. On a aussi les pleurotes jaunes et roses qu'on va faire pousser cet été. Au niveau on a shiitake bien évidemment, maitake, nameko.
Enoki, on a loupé la saison. Malheureusement, il fait un peu trop chaud. Tous nos ballots étaient prêts alors qu'il fait trop chaud. On a Oui. dépassé les 10 degrés ici, donc c'est foutu. Donc c'est aussi de ça, tout la finesse, c'est bien d'anticiper 2, 3 mois à l'avance. C'est pas si évident. Et en médicinaux, du coup, voilà, on a fait les Tramed versicolores, Reishi. Euh, En comestible, on a aussi les Nameko, pardon, feuillet du peuplier, Ouais. Piopino. Et ensuite, en aide au maraîchage, on fait aussi du trichoderma, du Ok. stropher vin rouge, pour l'instant. Ok. Ah ouais, faites une belle production. C'est marrant. Le trichoderma, du coup, c'est. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui savent pas ce que c'est? Même si je suppose que la plupart en ont déjà eu comme contamination sur leur substrat, mais qu'il y Ouais, a une autre existence pour le trichoderma, on va dire. ouais, ouais, ouais. Alors, le trichoderma, c'est la bête noire. Enfin, nous, en tout cas, c'était notre bête noire pendant plusieurs années. C'est en gros un champignon de moisissure. Hein, c'est la moisissure verte qu'on trouve sur ces oranges ou sur ces citrons au bout de 2 semaines. La particularité du trichoderma, c'est qu'il est partout. On le respire, il est là, il est dans la moindre parcelle d'air qu'on peut trouver. C'est le plus fort et le plus costaud des, des champignons. Et c'est pour ça aussi que si on n'a pas un environnement vraiment stérile pour certaines variétés, il va se développer dans le substrat et c'est cette moisissure verte que les myciculteurs apprécient tant. Donc nous après le trichoderma, avec le recul, on s'est rendu compte en fait que c'était un champignon qui était antifongique. Donc c'est un champignon en fait qui va sécréter comme des enzymes et des antibiotiques, mais le trichoderma, une certaine souche en particulier, permet d'en produire une quantité monumentale d'enzymes et d'antibiotiques. Et tout l'intérêt, c'est justement que ce champignon est un champignon antifongique, donc applicable en agriculture bio. Euh, voilà, tout ce qui est mildiou, oedium par exemple. Ok. Donc nous, en tout cas, c'est notre axe de bataille parce que effectivement, on en parlera peut-être, je pense, un peu plus tard, mais nous, on souhaite appliquer les champignons pour une agriculture, pour l'adapter en agriculture et montrer ses exploitations. Ça, c'est aussi un de nos axes principaux. Et pour éviter justement à ce qu'un agriculteur bio ou même en biodynamie utilise du sulfate de cuivre, voilà, on lui conseille justement le trichoderma, on lui montre comment l'utiliser. Voilà. Super. Très, très bonne initiative. Enfin, je parle personnellement, mais. Ouais, bon, on essaye quoi. Ouais. Et pour revenir aux autres champignons, du coup, comment vous les commercialisez? Genre, est-ce que vous les commercialisez frais? Est-ce que vous les séchez? Est-ce que c'est pour des gros distributeurs? Vous faites de la vente directe? Enfin, comment ça marche dans votre entreprise? Nous, on s'est vraiment focalisé sur le local, comme on souhaite former aussi d'autres myciculteurs et producteurs dans d'autres départements, et même dans notre région. On a pas mal de gens qui sont intéressés pour justement qu'on les forme dans notre propre région. L'idée, c'était justement d'avoir une structure relativement mesurée en termes de volume. Nous, on s'est fixé à peu près 100-120 kilos de champignons frais par semaine. Donc c'est quand même une production mesurée, c'est pas une énorme exploitation. Et plutôt que justement que de produire une variété en grosse quantité, nous on souhaitait plus produire plusieurs variétés en quantité mesurée et de démarcher. Ensuite, en frais, on est sur les restaurants. Donc restaurants, magasins bio, épicerie locale aussi. Donc ça, c'est pour le frais. Dès que nos champignons ont plus de 2 jours, là, du coup, on les déshydrate pour qu'ils aient la meilleure qualité possible. Et ensuite, tous nos produits séchés sont en vente dans toutes les biocoop, magasins bio, épicerie vrac du Finistère. L'intérêt, c'était justement de ne pas empiéter sur les plates-bandes d'autres producteurs qui produisaient déjà en frais, en fait, qui livraient déjà en frais ces magasins bio. Et nous, on s'est dit, bon, pas de souci, plutôt que prendre ce marché-là, nous, plutôt, on va vous proposer des champignons séchés qu'on peut consommer comme ça en chips, à l'apéritif ou en poudre. Voilà.
Ok, c'est sympa de laisser la place, enfin de laisser la place, de pas prendre une place qui est déjà là, quoi. Enfin, après, Ben, chacun sa ouais. philosophie d'entreprise, mais vous, on a bien Hmm. compris que c'était plus une insertion plutôt que comment. Enfin, vous n'êtes pas vorace du coup sur. Enfin, ça va avec la démarche locale, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, dans l'idée, nous, on souhaite aussi, on est myciculteurs. Donc, en fait, nous, petit à petit, on va bien évidemment continuer notre production de frais. Mais l'idée, bah, c'est voilà, de conserver les clients qu'on a déjà, euh, parce qu'on travaille avec pas mal de restaurants étoilés, avec des restaurants bio, locaux. L'idée, bah, c'est justement de conserver les clients qu'on a déjà, parce que voilà, c'est notre secteur, on est dans la périphérie de Brest. Mais petit à petit aussi, bah, comme on va former d'autres personnes, bah, l'idée, c'est de leur fournir des semences ou de les aider dans leur démarche et dans leur production, les aider à ce que leur production soit la plus autonome possible, soit la plus raisonnée possible en énergie, en eau. Donc c'est aussi l'intérêt, c'est ben quel intérêt de former quelqu'un si pour derrière au final on lui prend tout son marché et il a plus rien à vendre sur son secteur. Donc pour nous, c'est complètement Complètement. logique de justement de laisser sa place à ce producteur-là et de justement, s'il veut produire plutôt qu'importer chez Eurosubstrat, bah, un gros fournisseur de substrat, bah, Ouais. c'est bah, comment le faire avec des biodéchets et lui donner aussi, enfin lui apporter tous les conseils qu'on peut avoir sur bah, en fonction de quelle variété, quels sont nous nos retours, parce que ça varie aussi pour chaque région. C'est un sujet très complexe et voilà, l'idée c'est plutôt d'aider et de fournir des semences si la personne en a besoin. Mm. D'accord. Et maintenant, alors pour entrer un peu dans le sujet de la production, Mhm. Mhm. est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs donc comment on produit des champignons? Est-ce que tu peux nous dégrossir les étapes de la Ouais. production? À quoi ça Mm. ressemble? À quoi ça ressemble? Ok. Bah, alors, si on part du laboratoire, du coup, il va falloir une souche, ce qu'on appelle un mer de blanc, pour si on veut vraiment commencer la production de champignons de la base. Donc, c'est avoir un mer de blanc. Le mer de blanc, il se trouve sous forme bah, comment dire, en boîte de pétri. Donc là, on est sur comme une boîte de pétri en SVT ou le mycélium comme n'importe quelle autre culture qu'on peut faire en boîte de pétri. Du coup, va coloniser toute la surface de la pétri. Donc ça, c'est le mer de blanc qu'on peut transformer aussi en culture liquide si on souhaite. À partir de ce stade-là, on va dire que c'est le stade nourrisson du champignon, donc du Est-ce qu'on mycélium. peut parler, est-ce qu'on peut Euh, parler aussi de culture mère, du coup? oui, culture mère, mer de blanc. Enfin, après, au niveau des mots, ouais, c'est soit culture mère ou mer de blanc. Tant qu'il y a le Ok, mer, en fait, on comprend que c'est la souche, effectivement. Ouais. ok. Ouais. Et à partir donc, de ce mer de blanc ou culture mère, soit en boîte de pétri ou soit en culture liquide, on peut donner à manger à du grain. Donc ça, après, il y a beaucoup de types de grains qui est possible, hein. Il y a le sorgho, blé, seigle. Voilà, il y a pas mal de grains qui marchent pour le mycélium. L'idée aussi bah, que je conseille aux novices, c'est de regarder quel producteur de quelle variété de grains ils ont à côté de chez eux pour voir justement bah, si c'est pas si est-ce qu'ils peuvent justement produire localement, s'ils peuvent récupérer du grain local, c'est mieux. Ensuite, une fois que le mycélium a bien colonisé le grain, ce qu'on appelle du blanc de champignon, du blanc de mycélium, on peut l'apporter bah, soit sur des biodéchets, donc bah, sur de bois, drèche de bière, marc de café, paille. Les pleurotes aussi aiment bien tout ce qui est fibre de coco. Ils aiment bien comment tout ce qui est bagasse de canne à sucre aussi. On a bossé sur un projet en Guadeloupe où justement bah, ils étaient en train de voir s'ils pouvaient pas le faire sur fibre de coco, par exemple. Donc Ok. ça, c'est hyper intéressant, les pleurotes, sur ce point-là. Ou alors aussi bah, sur cheville, donc le transférer sur des chevilles stérilisées.
qui permet justement après de faire sa culture sur bio de bois. C'est grosso modo les différentes étapes possibles. Une fois que le mycélium est implanté dans son sac de culture, donc sur biodéchets ou dans son bio de bois avec les chevilles, là, on attend. Donc le temps peut varier entre 2 semaines, 3 semaines, un mois, voire un mois et demi pour certaines variétés de champignons. En sac à partir de biodéchets, ou alors ça peut, si on fait sur bio de bois, ça peut aller de 6 mois à un an. Par contre, ça donnera plus longtemps, pendant 3 à 5 ans. Et sur biodéchets en sac, généralement, on est sur un mois et demi, 2 mois et demi de fructification avant de mettre tout le substrat au compost. Voilà. Ok. Et le substrat, du coup, vous le compostez pour du maraîchage? Vous en refaites quelque chose que vous Ben, valorisez, si on peut dire? nous, on l'utilise comme compost. C'est vrai que là, on est assez jeune, donc notre compost, il n'est pas hyper vieux. Nous, là, on est de plus en plus en train de démarcher des maraîchers, mais ils mettent un peu de temps à comprendre que le L'intérêt? niveau compost, ouais, ils ont du mal à comprendre. Les champignons, c'est encore un peu obscur en Bretagne. Donc, nous, on essaie de sensibiliser, de montrer à quoi ça peut servir et que c'est chouette, parce que c'est pas, nous, c'est un déchet, donc ils peuvent le récupérer. Mais il y a de plus en plus de maraîchers qui sont intéressés et on sépare bien aussi tout ce qui est paillage mycorhizé de compost. Parce que souvent, Ok. s'ils prennent par exemple du shiitake qui broie et qui verse sur leur parcelle, ils vont pas avoir un très beau résultat. Ça va plus faire un humus, quoi, tout simplement, ou voire même de la paille ou de la sueur qui est vraiment cramée. Alors qu'avec les pleurotes, c'est un peu plus, on est sur une utilité un peu plus costaud, quoi. Mm. D'accord. Le but, donc, alors, ce serait quoi le but de la dégradation de ces substrats au jardin? T'as l'apport donc de champignons, t'as l'apport d'humus, et après, est-ce qu'ils peuvent s'en resservir, genre par exemple, pour faire eux-mêmes des champignons en mode, c'est un déchet, ils vont l'enterrer, le garder humide. Comment est-ce que vous Ça leur va. Alors, proposez en fait? nous, on propose tout simplement en leur expliquant que ils peuvent le pailler. Le pailler utilisé, par exemple, le vieux substrat de pleurote, le pailler en fait sur les cultures. Le grand intérêt, effectivement, c'est de rajouter en fait un couvert par-dessus. L'intérêt, c'est que les pleurotes en fait vont vraiment digérer en fait tous les biodéchets qu'on va leur apporter. Et ce qui est chouette, c'est que justement, comme tout ça profite, donc dans les 4 classes, on rappelle, il y a saprophyte, mycorhizien, endophyte et parasite. Les saprophytes ont cette particularité de pouvoir digérer en fait tout ce qui est matière carbonée, donc bois par exemple. Donc ça, c'est vraiment toute l'utilité des pleurotes, c'est que dès qu'on leur apporte un couvert de biodéchets et qu'on a mis entre la terre et ces biodéchets un vieux paillage de pleurotes, ils vont justement permettre de digérer les broyats, tout ce qui est paillage, mais en plus de ça, va aussi permettre de maintenir une bonne humidité au niveau de l'humus. Ce qui fait que en plus avec le mycorhize en fait les vers de terre vont être très attirés par l'odeur en fait des champignons forcément frais, du mycélium frais qui est à la surface. Donc ça va aussi permettre une bonne aération du sol grâce au lombricomposteur et grâce au lombric et aux vers de terre. Ça, c'est vraiment le premier axe. Et ensuite, nous, on a Ok. remarqué aussi qu'en apportant un saprophyte sur le sol, il y avait aussi tout un réseau de mycorhiziens qui revenaient. Les Ok. mycorhiziens, en fait, profitaient aussi aimaient bien, nous, par exemple, on a trouvé un lactaire, des sparasis crépus, voire même des coprins chevelus sur le paillage qu'on avait mis. Ok. On a réussi, Avec en il fait, y avait des plantes? Il y avait des plantes du coup? ouais, tout à fait. En fait, nous, c'était 2 arbres qui étaient dans un état catastrophique. Et nous, en fait, notre propriétaire il y avait un immense trou, un fossé monumental entre les 2 arbres. Il y a 2 ans, ils étaient dans un état décrépit, c'était fou furieux. Donc nous, on s'est dit, on est producteur de champignons, on a des vieux pains de substrat. Premier test. Notre premier test, on a pris nos vieux ballots de pleurote
et de shiitake qu'on a broyé et qu'on a petit à petit en fait rempli le trou, rempli le fossé quoi, en se disant bah on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, le shiitake, on était sûr qu'il allait pas tenir parce qu'il faisait trop Ouais, froid et que bah, de toute façon, on apportait en plus un pH de pleurote, donc on savait pertinemment que le shiitake allait pas tenir. Mais par ouais. contre, on était sûr que les pleurotes justement pouvaient redigérer en fait tous ces vieux déchets-là et voir en fait ce que ça donnait quoi. Et effectivement, on a été hyper surpris. On a vu des coprins chevelus pousser bah, sur le paillage en fait de pleurote, enfin sur les vieux substrats. On a vu un coprin, on a vu un sparasis, et on était impressionnés de voir bah, des mycorhiziens repousser, enfin, du coup être là au milieu de là où on avait foutu des saprophytes. Donc effectivement, c'est ça qu'on trouvait chouette, c'est qu'il y a une symbiose de certains champignons qui a pu se faire devant nous. On était spectateurs de ça, c'était génial. Et en plus de ça, on a vu les arbres en un an, mais reverdir et l'été suivant, donc nous on a emménagé en août 2020 et en août 2021, on a vu mais des arbres en fleurs, alors que nous c'était des arbres décrépits un an avant quoi. Comme quoi, Donc c'est vous les incroyable, avez. c'est les champignons quoi, c'est incroyable, c'est incroyable. Le mycélium a soigné le sol, quoi. Enfin, même la plante, du coup, si on peut dire. Enfin, on peut Ouais, vraiment le dire. ben nous, on a rapporté un humus, tout simplement. On a rapporté un humus via en fait un champignon saprophyte. On a rapporté un humus, une bonne humidité au niveau du sol, ce qui fait que, forcément ça a attiré de plus en plus d'insectes, et derrière les mycorhiziens ont profité justement du couvert qu'on avait fait pour revenir en fait. Pour Ok, revenir là où bah, ils ne pouvaient pas à cause du soleil et du trou béant qu'il y avait entre les deux arbres. Donc ok. c'est toute cette magie qui nous, en tout cas, nous passionne. Et je te comprends. Et justement, Voilà. pour faire la transition entre, du coup, l'utilisation de ces champignons qui a été faite pour revigorer finalement des arbres Mhm. qui n'étaient pas du tout en bonne santé, euh, Mhm. vous avez alors, un projet qui est en avancement, en rapport justement avec la régénération des sols. Alors c'est pas les sols qui sont abîmés, c'est pas les sols qui sont abîmés, c'est la régénération des sols mourants, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Alors nous, là, comme tu disais, on est en phase de test. Donc nous, on n'est pas des apprentis sorciers. On va pas dire que ça marche tant qu'on n'est pas sûr que ça marche. Oui, Donc tout là, il à faut fait. de Oui. toute façon qu'on travaille avec l'association. On a beaucoup de boulot avec l'association Vers de Terre, avec le Technopole Brest-Iroise, bah, avec qui on travaille beaucoup, et la région Bretagne. Donc là, on est en plein sur le sujet. L'idée, en fait, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tous les sols en conventionnel ont un taux de nitrate et de phosphate qui est complètement hallucinant. C'est la culture par excédent du conventionnel. Et c'est un gros problème parce que il faudrait en moyenne 100 ans, si on laissait le sol tranquille, sans essayer d'arranger un peu les choses, il faudrait en moyenne 100 ans pour que le sol, en laissant Dame Nature faire, pour que le sol puisse se régénérer tranquillement. Sauf que le problème, c'est qu'avec le labourage trop profond, dans toute l'Europe, voire même dans le monde entier, hein, si c'est en conventionnel, les sols ont une espérance de vie de 15 ans. En fait, le problème, c'est que là, on perd en matière organique, mais à une vitesse assez affolante. Le fait de labourer trop profond, on empêche en fait une bonne aération du sol, ce qui fait que le sol est dur comme chicotin, grosso modo, et l'eau n'y arrive pas à rentrer. Donc on n'a plus d'oxygénation, on n'a plus d'eau à l'intérieur, et surtout le sol n'a plus cette capacité d'éponge. Donc on le voit aujourd'hui avec toutes les coulées de boue, par exemple, partout dans le monde, hein, et en France, au niveau des rivières qui sont complètement marrons, bah, c'est parce que toute la matière organique du sol, en fait, part directement dans la rivière. Donc ça, c'est dommage. C'est Xavier qui est spécialisé là-dedans. Il aurait pu un peu plus en parler, mais bon, il est D'accord. pas très en forme. Euh,
Et bref, nous, notre objectif, c'est justement de dépolluer et de ramener en fait toute une biodiversité dans le sol. Donc ça, c'est tout notre objectif. Donc voilà, il y a en partie bien sûr avec les champignons, mais il y a ensuite toute une phase de recherche où en fait c'est en fonction de la pathologie du sol, nous on va adapter une solution. Donc c'est pas effectivement il y a une solution pour le conventionnel, mais il y a aussi d'autres sols qui, par exemple en bio, le gros problème reste le sulfate de cuivre. Donc est-ce qu'on peut pas trouver une solution pour lui? Donc c'est aussi toute une dynamique, c'est en fonction du type du sol et de la pollution. Nous, on va adapter une solution sur mesure. Si c'est de l'hydrocarbure, par exemple, les pleurotes peuvent digérer les hydrocarbures. Donc, on va plus utiliser une solution de paillage de pleurotes, mélangée au sol, par exemple. Donc, c'est à chaque fois une solution différente. Mm. Ok, c'est super intéressant. Ouais. Et ça peut être bien, ça peut être une bonne solution d'avenir. Et même pourquoi pas, tu sais, faire un lien entre les cultures et transformer les déchets de culture que sont les substrats utilisés en solution ou en partie de solution pour les sols. Tu penses que ça serait possible, ça, par exemple? Ouais, tout à fait. Mais après, ça dépend aussi de la région. Nous, ce qu'on aime bien étudier, c'est quelle région, quel champignon endémique, quelle propriété ce champignon a. Et en fonction en fait de sa propriété et de sa capacité, c'est ce champignon-là du coup qu'on va adapter au problème du terrain A. Avec un terrain B, du coup, on va regarder pareil, les pathologies, on va faire un tour en forêt tout autour, on va dire c'est ce champignon-là qui va m'intéresser, de par voilà toutes nos années de recherche, c'est ce champignon-là qui va nous intéresser pour cette pathologie particulière, et du coup qu'on va cultiver en labo, qu'on va faire perdurer, démultiplier et réappliquer au terrain en question. Ok. Du coup, ça me fait penser à, pour vos cultures, pour vraiment la myciculture à proprement Mhm. parler, ça vous est déjà Mhm. arrivé d'utiliser des souches sauvages, du coup? Ouais, tout à fait, oui, 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 bien sûr. Nous, dans l'idée, on avait commencé, comme tout un chacun, du coup, pour la traçabilité. Donc, on avait pris Parmicelia pour commencer. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est pas du tout une critique, c'est que, en fait, souvent, c'est le transport. S'il y a le moindre décalage de température ou une hausse de température au niveau des transports, c'est sûr, en fait, le mycélium ne tient pas. S'il fait trop froid et que le mycélium se prend du moins 2, moins 3, c'est foutu. Et si ça va au-dessus de 30 degrés, si c'est du mycélium en grain ou même une culture liquide, si c'est au-dessus de 30 degrés, on perd toute la culture. Donc nous, on s'est tout de suite dit, bon, en fonction aussi de l'installation que la personne a effectuée. Si on a un laboratoire qui est réellement stérile, là, effectivement, on peut prélever des champignons sauvages pour faire une culture. Par contre, nous, c'est le premier problème qu'on avait il y a encore un an, c'est que notre laboratoire n'était pas tout à fait stérile. Nos installations étaient, on va dire, quasiment stériles, mais on n'était pas vraiment tout à fait stérile. Et on s'est rendu compte que tout de suite, la moindre poussière apporte une contamination de fou furieux. Et on pouvait pas en fait travailler sur boîte de pétri en souche avant. Donc on a dû voilà refaire un autre laboratoire qu'on a déplacé à Brest pour aussi faire nos formations en myciculture le tech. Et du coup là c'est bon, on est stérile, donc ça fait plusieurs mois qu'on peut du coup retravailler sur des souches sauvages. Mais avant, si on n'a pas le matériel adapté, c'est mort. On peut se brosser quoi. On a essayé mais on peut se brosser. Voilà. Ok, ouais, c'est sûr que ça demande une certaine propreté si tu veux, surtout quand tu fais des clonages sur les agares ou les choses comme ça, c'est vrai que c'est hyper sensible à la contamination. Ouais. Moi, je faisais ça au Ah, début tout aussi à fait. avec un bec benzène, et même avec le bec benzène, avec la flamme de chaleur, ça contaminait assez, pas souvent, mais assez régulièrement, si on peut dire. Ouais. Donc ouais, Ah oui, mais là, ah. Non, vas-y, pardon. vas-y, je t'en- Ouais, je le disais, stérile, en fait, c'est. Hmm. vas-y, excuse. Non, c'est le stérile. Le mot stérile, les gens, on se rend pas trop compte, en fait, du mot stérile, ce que ça veut dire.
On n'imagine pas que quand on parle, on a des milliards de micro-organismes, que dans le moindre brin d'air, en fait, on trouve le moindre centimètre cube d'air. On n'imagine pas, en fait, tous les différents micro-organismes, toute la vie, en fait, qu'il y a à l'intérieur. Et comme on veut cultiver un micro-organisme en particulier, ben, tout de suite, on se rend compte du problème quand il y en a des milliers autour. Voilà. C'est clair, ouais. Trop, trop d'air sale autour de nous. Donc, ouais, la solution, enfin, la vraie solution, c'est au afflux laminaire ou, euh, ou rien, quoi, si on peut dire. En tout cas, en termes de professionnalisation, quoi. Ah ouais, tout à fait. Ben, on peut tout à fait, voilà, avoir une boîte à gants. C'est simple. Nous, on a commencé comme ça. Malheureusement, comme Xavier, lui, fait 2 mètres sur 2 mètres et a des mains d'ours, et moi, j'ai des mains de pianiste tout petit, euh, on a dû avoir 2 hôtes différentes. Mais non, effectivement, dès qu'on veut commencer à passer en professionnel, il faut une hotte à flux laminaire. Après, bah, c'est en fonction du coût et de comment on la conçoit. Et nous, pour le coup, ben, on s'est dit qu'il était hors de question qu'on allait acheter en neuf. Et c'est aussi tout l'intérêt de notre approche low-tech, quoi. Ouais, je comprends entièrement. C'est moins cher de fabriquer soi-même et souvent, ça apporte plus de choses aussi à la compréhension des choses et du coup à leur Mm. réparation par nous-mêmes, quoi, comme tu disais au début. Alors, effectivement, c'est un premier fait. Après, ce qu'il faut voir aussi dans les low-tech, parce que vu qu'on est pas mal demandé bah, pas, non pas le low-tech lab, mais par des écoles, par exemple, qui souhaitent voir aussi bah, la faisabilité économique et les low-tech. Ce qu'il faut comprendre avec les low-tech aussi, c'est qu'effectivement, en main-d'œuvre, comment dire, en pièces, en coût matériel, ce sera moins cher. Par contre, on compte pas la main-d'œuvre. Ah Parce oui, que c'est sûr quand on voit un matériel type un autoclave, imaginons de 200 litres, qu'on achète clé en main, bon bah là effectivement on en a vite pour 10 000, pour 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros si on prend le gros énorme qu'ont certains industriels. Ensuite, quand on veut faire soi-même son stérilisateur, il y a plein de manières différentes. Nous, bah, voilà, on a mis 8 mois à en concevoir un. C'est là où on se rend compte qu'effectivement, on paye moins cher les matériaux, mais par contre, derrière, il y a 8 mois de main-d'œuvre. Donc, il y a huit eh oui. mois à une personne qui est tout le temps en train de bosser dessus. Donc, effectivement, c'est moins cher, mais en temps, après, c'est monumental. Et on parle là, c'est Xavier, pareil, qui est soudeur, qui a complètement soudé, disqué pendant 8 mois pour avoir un stérilisateur digne de ce nom. Lui, à la base, il est mécanicien aéronautique. Si on commençait à faire facturer à l'entreprise, après, bah, il y a de la R&D, donc on peut le compter en recherche et innovation, par exemple, en comptabilité. Mais par contre, voilà, si on commençait à devoir faire payer l'entreprise à Xavier pendant les 8 premiers mois, bah, forcément, là, on arriverait sur quasiment 100 000 euros pour le Eh oui. stérilisateur qu'on a. Et c'est un Donc, stérilisateur que vous c'est... avez fait qui marche à la pression ou qui marche sans pression? Euh, bah, nous, nous, on a fait un stérilisateur, comment dire, à pression atmosphérique. Après, nous, on a mis 8 mois à l'optimiser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de la région de la personne et des conditions qu'il a, ça va changer. Nous, on a Oh, ok. l'outil, on a ce stérilisateur-là qu'on a conçu pendant 8 mois parce qu'on est en Bretagne, que voilà, les températures sont voilà, assez relativement douces. Donc, on a opté pour un système en particulier. Pour quelqu'un Ok. qui va être dans le Jura, en montagne à 2000 mètres d'altitude, ça sera pas le même. Nous, on conseillera pas du tout le même. Et on montrera comment on essaiera de bosser avec la personne pour l'aider dans sa démarche et comment il pourrait faire un stérilisateur adapté à son environnement et ses conditions climatiques aussi. Ouais. Eh oui, parce que quand tu montes en hauteur, du coup, tu perds de la densité de l'air et donc tu perds aussi en densité euh, à la stérilisation, du coup. C'est ça? C'est ça. Et en plus de ça, bah, l'hiver.
Contrairement en Bretagne où voilà, tu as 10 degrés, tu vas te retrouver avec du -5, -10, -15. Donc en fait, il va te falloir un système complètement différent parce que ton environnement extérieur est beaucoup plus froid. Donc pour arriver à des températures au-dessus de 90 degrés, ben faut repenser tout le système. Nous, bah, on a pas mal développé avec un système en Guadeloupe où bah, eux, ils n'avaient pas forcément ce souci-là de la température. Mais par contre, ils avaient d'autres problèmes. Enfin, à chaque et on s'est trouvé dans des problèmes où bah, ils avaient 35 degrés, 45 degrés l'été. Ce qui, bah, nous, on s'y attendait pas trop. En Bretagne, on l'a eu aussi. Et bah, ça a été une catastrophe. Si on n'anticipe pas, en fait, vraiment les paramètres climatiques, température qu'on a à l'endroit où on souhaite cultiver, on peut se retrouver avec de gros soucis en fonction des variétés qu'on souhaite cultiver. C'est vraiment à affiner en fonction de chaque projet. Et beaucoup de personnes qui se sont lancées pareil dans la production, ont vite déchanté parce que souvent ils avaient mal anticipé bah, toutes ces variations, tous ces paramètres et du coup bah, se sont retrouvés à devoir faire des mises à jour ou même des travaux supplémentaires parce qu'ils avaient anticipé. Ouais. Ok, ouais, donc bien anticipé, c'est, Mhm. c'est, ça peut être une bonne option pour ceux qui veulent se lancer. Et est-ce que, vas-y, attends, peut-être que tu pourras compléter. Est-ce que tu auras du coup, est-ce que ce serait ton conseil ultime finalement pour les gens qui veulent se lancer? Ouais, ouais, ouais. C'est bien se rendre compte que la myciculture, c'est de la microbiologie. Donc, si on veut se lancer dans la myciculture, c'est bien avoir en tête que c'est de la microbiologie. Et la production de champignons, c'est de la production agricole. Donc, c'est À la quand on croisée a des ces mondes. deux, voilà, quand on a exactement, quand on a ces deux informations-là, il faut bien se rendre compte qu'il y a microbiologie et production agricole. Se mettre en tête que la production agricole, c'est un monde où c'est énormément de boulot, mais c'est monumental. Et la microbiologie, c'est la même chose. Donc, si on veut allier les deux, c'est bien anticiper sur, moi je conseille au moins 3 ou 4 ans avant de se lancer, d'être bien sûr où on veut aller. Nous, on a mis ouais, 6 ans avant de se lancer pour ensuite avoir 2 ans de travaux et on est technicien aéronautique. Donc, c'est pour imaginer que si nous, on a mis 2 ans à faire nos travaux alors qu'on est technicien, pour une personne qui n'a pas forcément de base technique, je laisse imaginer le nombre de mois que ça peut prendre. Et oui, oui, ça se conçoit tout à fait. Ça se conçoit. Après, c'est aussi notre job de vouloir aider par nos formations et vouloir aider aussi dans le développement de n'importe quelle entreprise, bah, voir est-ce que nous, on peut pas aussi l'aider dans son développement. C'est aussi tout notre intérêt, parce que nous, derrière, on a nos essais sur la régénération des sols qui se lancent, donc on va être aussi plus sur ce front-là que la production. Mm. Ça s'entend. Ça s'entend. Hmm. Eh ben, écoute, Jefferson, merci hein, de partager toutes ces infos aux gens qui vont t'écouter. Et pour finir ce podcast, j'aimerais savoir si tu peux leur donner des endroits où ils peuvent vous retrouver, s'ils veulent suivre vos activités en rapport avec la myciculture ou tout ce qui tourne autour de l'agriculture finalement. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, premièrement, notre site internet, où voilà, on a pas mal de tutos vidéo, comment concevoir son brumisateur. Là, on va pas tarder à balancer aussi bah, comment faire sa propre petite chambre de culture pour la production, pour la fructification. Pareil en low-tech. Ensuite, bah voilà, on a une chaîne YouTube, pas mal tout ce qui est réseaux sociaux, bah, Facebook, Instagram, où voilà, on aime bien aussi mettre en avant les bouffeurs qui nous aident toutes les semaines, voilà, pour alléger nos heures, et puis même eux derrière, on peut aussi leur partager un peu notre passion, ça c'est chouette.
Voilà, tout simplement, réseaux sociaux, site internet, ouais. Ok. Bah écoute, je les mettrai dans la description. Comme Avec ça, plaisir, vous merci. aurez qu'à cliquer juste en dessous. Voilà. Eh bien, écoute, franchement, encore une fois, merci de ton temps, merci à ton Merci à équipe toi. hein, aussi, merci surtout à toi. Et eh bien, écoute, à une prochaine, j'espère. Avec plaisir. Et, euh, et bon courage pour tes projets de champignons. Merci, salut Andrea. Salut. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book pour commencer la culture des champignons. À bientôt!